Oui, merci à vous. On va commencer peut-être par compléter un peu la présentation. Donc oui, donc moi, Héloïse Delacroix, en fait, je gère ce qu'on appelle le point relais documentaire en éducation et promotion de la santé. Donc ça fait partie de Promotion Santé Normandie. On a un petit point relais au pôle et je suis intervenante en éducation et promotion de la santé sur la ville de Dieppe au pôle ressources santé. Et moi, donc, je suis intervenant de prévention. Voilà, j'anime des ateliers sur les compétences psychosociales. Je fais aussi des formations, mais je crois qu'on a déjà pas mal parlé de ce que je fais par ailleurs. Voilà, donc à l'ONM, au service prévention des conduites à risque. Voilà, donc les compétences psychosociales, on va revenir un petit peu d'abord sur ce que c'est, hein, comment ça fonctionne peut-être. Il faut savoir d'abord que ça a un lien avec la santé. Alors souvent, quand on demande aux personnes qu'est-ce que la santé, on nous parle souvent de la santé physique, le corps, être bien dans sa tête. Les personnes oublient souvent être bien aussi avec les autres, hein, la dimension sociale qui existe dès 1946 dans la définition de l'OMS. Donc, la santé comment dire, une interaction constante entre l'individu et son milieu. Donc, la dimension sociale est très, très importante. Et justement, dans les compétences psychosociales, on travaille aussi et surtout ce lien avec les autres. Alors, voilà. Il y a plusieurs. Alors, les déterminants de la santé, qu'est-ce que c'est? Ce sont les facteurs de risque ou de protection, hein, qui favorisent ou donc défavorisent la santé, qui permettent ou pas. Dans ce diagramme qui vous les présente, on a en violet les conditions socio-économiques, culturelles et environnementales. C'est en gros les structures générales, politiques, gouvernementales mises en place dans un pays, dans une population en tout cas, qui vont être favorisantes ou justement ou le contraire. Par exemple, un pays, est-ce qu'il y a la paix? Est-ce qu'il y a la guerre? Est-ce que c'est une dictature? Est-ce que c'est une démocratie? Quel type de démocratie, etc. En vert, vous avez l'organisation des structures, c'est-à-dire est-ce que, par exemple, il y a une agriculture? Est-ce qu'on produit de la nourriture? Est-ce qu'il y a des milieux éducatifs, des systèmes éducatifs en place? Est-ce que comment se passe l'organisation au travail? Est-ce que le travail est suffisamment rémunéré? Est-ce qu'il y a le chômage est pris en compte? Euh, comment dire, il est indemnisé? Voilà, est-ce qu'il y a de l'accès à l'eau, à l'hygiène? Est-ce qu'il y a des services de santé qui sont structurés? Et comment se situe, dans quel état sont les logements? Est-ce qu'il y a accès au logement, à la propriété ou pas, etc. Et puis, on s'approche, vous voyez, dans le diagramme de plus en plus de l'individu, puisque là, on va parler ensuite des réseaux sociaux et communautaires, c'est-à-dire l'environnement social proche des personnes, hein, avec les réseaux sociaux. Alors, on y va y inclure maintenant aussi les réseaux sociaux virtuels, évidemment. D'accord? Et puis, dans ces facteurs, on va aussi parler de la façon dont on vit. Est-ce que la personne, qu'est-ce qu'elle mange, qu'est-ce qu'elle fait du sport, etc. Voilà, son activité au quotidien, est-ce qu'elle travaille, est-ce qu'elle est sédentaire, etc. Et puis, ce qui va aussi déterminer la santé, ça va être tous les facteurs liés au sexe, à l'âge, à l'âge sur lequel il y a assez peu finalement, on a assez peu comment dire, d'impact, on peut avoir assez peu d'impact, hein, évidemment. Enfin, en tout cas, ce sont des choses à prendre en compte. Voilà. Mais voilà, les facteurs généraux euh, vont être plus généraux en violet pour qu'on s'approche de l'individu. Voilà. Donc après, on va passer vite fait sur la définition des compétences psychosociales, étant donné que ça a déjà été évoqué tout à l'heure. Donc c'est la capacité d'une personne forcément à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne, c'est-à-dire qu'à travers les ateliers qu'on va pouvoir mener, on va les faire réfléchir, on va les faire travailler avec des jeux qui sont très ludiques, hein, sur le fait, par exemple, de comment gérer ses émotions et comment s'en servir après dans la vie quotidienne. C'est vraiment le but des ateliers qu'on va mettre en place dans les programmes. Et la définition de l'OMS, donc la capacité d'une personne à maintenir un état de bien-être subjectif qui permet d'adopter un comportement approprié, forcément, et positif à l'occasion d'interactions avec les autres, sa culture et son environnement. Donc, c'est ce que vient de dire Franck, en fait, en abordant tout ce qui est déterminant de la santé. Il y a plusieurs termes pour aborder en fait les compétences psychosociales. Donc, le premier terme qui avait été abordé par l'OMS, si je ne me trompe pas, c'est life skills. Alors, excusez mon accent anglais. Donc, l'aptitude à la vie quotidienne, on peut parler d'habilité ou aptitude sociale et forcément des compétences psychosociales.
Alors, l'intérêt pour les compétences psychosociales, Zoé, Roquelin, on a déjà parlé avant, hein, donc c'est donner des outils, évidemment, mais on va commencer dès le plus jeune âge. L'idée, c'est un peu de faire réfléchir à comment on est influencé les uns par les autres, comment les pairs, finalement, peuvent nous influencer. Hein. Si on pense, par exemple, aux conduites à risque, et ben, comment on peut être amené à vouloir faire des choses qu'on ne ferait pas d'habitude parce que les autres nous en parlent, nous présentent ça sur des jours favorables. Donc, on va travailler là-dessus. On va aussi donner la capacité à faire des choix dans des situations complexes, voilà, de réfléchir sur ce qui se passe. Vous allez voir comment, à travers les ateliers, euh, être capable de faire des choix éclairés et aussi positifs. D'accord. Le côté positif est très important puisque ce qui est aussi très individuel parce que ce qui peut être positif pour l'un ne va pas être pour le même pour l'autre. Ce n'est pas des choix uniformes, en tout cas. Hein. Ce sont des choix qui vont dépendre de la personne, hein, qui vont être liés évidemment à son milieu, comme on a vu juste avant. Voilà. Ensuite, vas-y. Donc, encourager les comportements favorables à la santé, donc ça fait une définition la plus large, bien-être physique, psychique et social. Donc, c'est pareil, donc en leur expliquant quels sont les bons comportements à adopter et les faire réfléchir aussi sur tout type de situation, notamment quand on aborde aussi prendre des décisions autonomes, c'est-à-dire qu'on essaye de les faire réfléchir à ne pas suivre bêtement, par exemple, un groupe, mais bien réfléchir à ce qu'on peut faire proprement. Donc, pardon. Et prévenir efficacement les problématiques de santé mentale, les conduites addictives, les comportements violents et le comportement sexuel à risque. Donc là, comme on l'a dit aussi précédemment, c'est-à-dire qu'on utilise aussi les ateliers des compétences psychosociales pour justement aborder notamment les conduites à risque, c'est-à-dire à savoir dire non quand on n'a pas envie de tester, ou voilà, les comportements violents, c'est-à-dire qu'on se sert aussi des CPS pour aborder d'autres thématiques sur la santé. Donc, ça peut être les conduites addictives, nutrition ou autre encore. Par rapport au comportement violent, on peut préciser que, par exemple, il est prouvé que les auteurs de harcèlement, notamment au milieu scolaire, manquent beaucoup d'empathie. Et donc, les compétences psychosociales, on va travailler aussi là-dessus. Vous allez voir qu'on va travailler sur les émotions et on va beaucoup parler d'émotions. L'empathie, c'est être capable de se mettre à la place de l'autre, enfin, de comprendre l'autre dans la situation avec tout ce qu'il est. Et donc, c'est aussi quelque chose qui va prévenir donc, ces comportements. Et on va aussi beaucoup travailler sur l'estime de soi, qui, en effet, quand on a une vision positive de soi et qu'on se sent capable de faire des choses, on ne va pas avoir besoin de prendre, par exemple, des produits pour étayer des difficultés, voilà, pour fuir un peu des choses qui nous font du mal. Donc, voilà, on est capable de se dire non, je n'ai pas besoin de ça. On va revenir un peu sur la base. Voilà. En 1993, l'OMS a donc montré les 10 couples de compétences psychosociales. Je pense que la plupart d'entre eux, vous les connaissez. Donc, ce sont des couples, des binômes, qu'on appelle des binômes, qui ne sont pas évidemment, comment dire, totalement hermétiques. Donc, avoir conscience de soi, avoir de l'empathie pour les autres, c'est à la fois apprendre à se connaître, mais aussi apprendre à connaître les autres. Donc là, on va beaucoup travailler dans des ateliers sur des jeux de découverte de soi, mais aussi de découverte des autres, d'accord? Créer le groupe, en fait. Ensuite, on a savoir résoudre les problèmes, savoir prendre des décisions. Là, ça va être tout ce qui est la capacité à décider des choses. Ensuite, avoir une pensée créative et avoir une pensée critique. Alors, pensée critique, c'est juste prendre du recul par rapport à ce qui se passe. Et puis, la pensée créative, ça va être d'imaginer des solutions auxquelles on n'avait pas encore pensé. D'être capable de mobiliser un tas de ressources personnelles ou dans son milieu euh, pour se dire, bah voilà, qu'est-ce que je pourrais utiliser, hein, qu'est-ce que je peux solliciter ou qu'est-ce que je peux inventer. Je te laisse faire Donc, savoir communiquer efficacement, être habile dans les relations interpersonnelles. Donc, c'est pareil, à la base d'une petite activité, on va essayer de leur dire que plus on communique correctement, mieux on se fait comprendre et plus on sera efficace dans notre façon aussi, dans nos relations interpersonnelles. Savoir gérer son stress et savoir gérer ses émotions, c'est pareil, on revoit tous ensemble à chaque fois comment justement les diverses émotions. On revient toujours aussi sur qu'est-ce qu'une émotion, les diverses émotions et comment on peut apprendre à les gérer. Ouais, c'est beaucoup, ça
c'est très important et ça se commence de plus en plus jeune parce que les émotions, il faut déjà les identifier sur soi, les identifier aussi sur les autres. On parlait d'empathie tout à l'heure et ça, c'est important. Donc, on travaille beaucoup ce genre de choses. Alors, ça, c'est en 1993. Évidemment, ça a évolué. En 2003, ça a été classé autrement entre compétences sociales, émotionnelles, cognitives. Et là, donc, c'est un peu plus complexe, c'est un peu plus précis. Dans les compétences sociales, bah, vous voyez, c'est la colonne de gauche, hein, on ne va pas la lire, mais c'est vraiment enfin, c'est vraiment le lien avec les autres et aussi la capacité à gérer ce que l'autre m'apporte. Dans les compétences émotionnelles, eh ben, il y a l'identification, la compréhension, la régulation aussi, et puis toujours le stress qui reste une perturbation de soi et donc aussi une perturbation des émotions. Et puis enfin, dans les compétences cognitives, voilà, il y a cette nouveauté qui est de s'auto-évaluer positivement, c'est être capable de se dire, mais qu'est-ce qui est positif en moi et qu'est-ce que j'ai de bien qui va me permettre d'évoluer. Alors, un petit tableau qui vous permet de travailler. Ah oui, elle a été enlevée. OK. Et puis, très récemment, en 2002, on a une Santé publique France qui a sorti un nouveau, donc une évaluation de tout ce qui est fait depuis quelques années et qui propose encore autre chose de beaucoup plus complexe aussi, mais de très intéressant. On attend aussi vos retours là-dessus pour voir ce que vous en pensez. Mais en fait, on part toujours de ces trois catégories de compétences qui sont cognitives, émotionnelles et sociales. Et puis, elles sont déclinées ensuite en 9 CPS générales qu'on a déjà vu dans le tableau d'avant, évidemment. Hein, voilà. Mais ce qui est un petit peu nouveau et aussi intéressant, éclairant aussi, c'est ces 21 CPS spécifiques voilà, avec des choses assez nouvelles comme la capacité d'attention à soi, la capacité de pleine conscience. Voilà, c'est vraiment apprendre à prendre le temps de s'analyser, de se comprendre, voilà, de faire attention à soi. Donc, c'est plutôt intéressant, je trouve. Vous nous direz ce que vous en pensez aussi. C'est important d'avoir aussi un échange puisque c'est une classification très, très récente. Ensuite, si on descend un peu dans le tableau, ce qui est nouveau aussi, c'est réguler son stress au quotidien. Donc, comprendre en fait qu'au quotidien, ce stress existe. Donc, c'est aussi en lien avec le fait que la prise en compte du milieu, hein, de tous les jours, en fait, il y a du stress, hein, il faut le savoir. Et puis, il faut aussi s'en rendre compte, mais comment chacun crée des outils, comment on les aime. Voilà, bah, écoutez, tout ça, vous l'aurez, on vous laisse voir, on va avancer parce que toujours pareil, c'est le temps qui compte. Également, dans ce référentiel, il y a une définition euh, assez complexe, mais très intéressante. Enfin, c'est pas une nouvelle définition, elle complète un petit peu parce qu'on prend toujours ce qui a été fait avant, évidemment, mais elle dit que c'est un ensemble cohérent et interrelié, hein, donc le lien entre chacune, de compétences, de capacités psychologiques, et là on reprend les trois catégories précédentes qui impliquent des connaissances, donc connaissance de soi, connaissance aussi de comment fonctionnent les autres, comment je fonctionne, qu'est-ce que c'est les émotions, tout un tas d'exemples, des processus intrapsychiques, donc en soi, en soi mon cerveau fonctionne, mais aussi comment il fonctionne chez les autres, qui permettent d'augmenter l'autonomisation et le pouvoir d'agir. Donc là, ça va être plus en lien avec la santé, hein, évidemment, le développement de l'individu dans ses choix, et de maintenir un état de bien-être psychique et de favoriser bon, un fonctionnement individuel optimal au mieux et de développer des interactions constructives. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez de cette définition, mais elle met vraiment en lien, elle met en lien tout ce qu'on peut voir, hein, ces 10 couples qui semblaient un peu fermés les uns aux autres. Finalement, moi, je trouve que ça relie un peu tout. Et puis, elle prend en compte voilà, quand on parle de processus intrapsychique, c'est vraiment une réflexion sur soi. Elle prend tout ce qu'on peut faire dans les ateliers, d'ailleurs, qu'on va voir après, qui est l'analyse d'une situation. Dans un atelier, on fait des choses et puis finalement, on fait réfléchir bah, qu'est-ce qui vient de passer, comment vous avez réagi, pourquoi. Et c'est là où cette définition prend vraiment tout son sens pour moi. Voilà. J'espère qu'on est clair. Il ne faut pas hésiter à nous le dire ou à nous poser des questions, évidemment. Ce n'est pas un exercice facile pour nous, la vision. Alors, je te laisse faire ma vision. Non. Alors, on va travailler aussi beaucoup dans ces ateliers sur l'estime de soi, c'est-à-dire la confiance en soi et la capacité à s'auto-analyser, d'accord, hein, et à prendre confiance en soi. C'est comment dire, mince, ce qui implique l'estime de soi. Et l'estime de soi, c'est le rapport
C'était défini au départ entre l'écart entre nos succès et nos prétentions, c'est-à-dire ce qu'on est vraiment et puis ce qu'on voudrait être, hein, qui parfois est assez proche, et donc ça favorise une estime de soi assez positive. Ou si l'écart est trop important, et qu'il n'y a pas d'accompagnement, parce que ça aussi qui est important, si ce n'est pas accompagné cet écart, et ben, ça peut créer quelque chose de plutôt négatif chez la personne. Mais ce qui a été rajouté beaucoup plus tard, c'est aussi que l'estime de soi, ça vient du regard des autres. D'accord? Et voilà, c'est aussi l'extérieur qui a une influence là-dessus, c'est comment les autres nous regardent et comment on est évalué. Et ça aussi, on parlait de posture dans l'atelier souvent, c'est important aussi que ce regard il soit toujours bienveillant, bien traitant et positif. Que l'estime de soi, évidemment, si on cesse de dire à un enfant qu'il est nul, qu'il n'y arrivera pas, clairement, ça ne peut pas fonctionner. Enfin, ça va produire des choses assez négatives, en tout cas, s'il n'y a pas d'accompagnement par derrière. Donc, voilà, l'estime de soi, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup, hein. On va valoriser tout ce qui est fait. Voilà. Alors, l'estime de soi, ça se construit à quel moment? Ça se construit évidemment au plus jeune, d'accord? Par quatre constructions, par les parents, par les éducateurs. Alors, les éducateurs, c'est tous ceux qui vont apporter quelque chose les adultes qui apportent quelque chose à l'enfant. Ça s'apporte aussi par les camarades de classe, donc ça c'est les scolaires, mais aussi par toutes les relations sociales hors classe. Voilà. Tout ça, ce sont toutes les personnes qui vont construire l'estime de soi. Elle n'est pas fixée quand on est jeune. Évidemment, elle peut évoluer aussi à l'âge adulte, mais ça se construit évidemment assez jeune. Alors, justement, nous, comment on la travaille, par exemple on a des outils qui existent. Voilà. Vous en avez aussi, vous en connaissez. Par exemple, là, je vous présente l'arbre des qualités. Voilà, on va travailler avec les jeunes à essayer de trouver trois qualités, trois compétences. Alors, essayez de faire l'exercice d'ailleurs, peut-être vous-même, essayez de vous trouver trois qualités ou trois compétences, ça va être compliqué. Essayez de vous trouver trois défauts, souvent on y arrive plus facilement. Donc, voilà, on trouve plus facilement les faits. Ça aussi, ce sont des biais cognitifs. On va justement travailler sur ces biais cognitifs en essayant de trouver les choses positives en soi. C'est très compliqué pour nous, déjà adultes, mais alors pour les jeunes, ça l'est encore plus, hein. Donc, l'exercice qu'on propose, alors va le faire on va évidemment accompagner avec des listes de qualités en expliquant, mais ou de compétences, voilà, par exemple. Pour rappel, les qualités, c'est ce que je suis, les compétences, c'est ce que je sais faire, si on veut résumer assez facilement. Et donc, voilà, dans les ateliers, on va prendre un temps pour permettre à chacun de trouver ses qualités. S'ils ne les trouvent pas eux-mêmes, on va leur dire, demande aussi à tes pairs, à tes camarades, parce qu'on n'oublie pas aussi que l'estime de soi, ça se travaille avec les autres. Et puis après, toujours aussi dans l'objectif de valoriser l'enfant, il va présenter aussi son arbre aux autres. Et ce qu'on propose même dans les établissements scolaires, c'est carrément de les afficher, hein, afin que de valoriser les jeunes dans l'établissement, donc les autres pour voir un peu c'est leur production. Valoriser, je crois que c'est le maître mot dans les compétences psychosociales. On va valoriser pour permettre une bonne estime de soi, enfin travailler sur. Alors d'autant plus, il y a une période qui n'est pas évidente, qui est l'adolescence. Donc, si on reprend vraiment la définition de l'adolescence, c'est ça, c'est la phase du développement physique et mental qui se produit pendant la période du développement humain, s'étendant de la puberté à l'âge adulte. C'est un âge un peu compliqué. Donc en fait, on est un peu dans l'ambiguïté de on veut faire comme les autres, mais en même temps être différent. On est très influencé aussi et on subit la pression des pairs. Donc là aussi intervient beaucoup les activités en CPS sur justement l'influence et les pressions, la pression du groupe, la construction de l'identité aussi. Et l'importance des émotions, en fait, où voilà, l'adolescence, c'est toute une perturbation hormonale aussi. J'en profite, comme j'ai vu Madame Akeleba, pour si elle veut rajouter quelques petits mots sur l'adolescence, en fait, comme elle est la maison de l'adolescence a ouvert sur Dieppe, est-ce qu'elle souhaite dire un petit mot pour présenter rapidement ou...
par la Alors, suite. merci Héloïse de penser à moi. Effectivement, la Maison des adolescents a ouvert le 19 avril à Dieppe et j'écoute avec attention les acteurs du territoire diepois livrer leur retour d'expérience. Je suis pour ma part un peu plus en difficulté pour livrer un retour d'expérience puisqu'on est encore tout nouveau sur le territoire. Pour autant, l'adolescence, comme le dit Héloïse, c'est une période de vulnérabilité mais aussi d'opportunité. Et c'est donc toute cette équation en fait qu'il faut pouvoir mettre en œuvre. Alors, c'est peut-être pas le moment pour moi de parler du dispositif, j'en parlerai peut-être plus à la fin. Je pensais prendre la parole en clôture de ce webinaire pour évoquer concrètement ce qu'était la Maison des adolescents. Mais en tout cas, je remercie Héloïse d'avoir pensé à moi pour parler dès à présent. Donc, je ne reviens pas sur la définition de l'adolescence, je pense que vous la connaissez, mais ce qui était vraiment important aussi, c'est en fait le fait qu'ils acquièrent aussi un raisonnement hypothétique déductif, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'émettre des hypothèses, et en fait, c'est également ce qu'on va leur faire aussi travailler dans les ateliers. Alors, donc, pour comment dire, oui, donc, nous, on travaille beaucoup à base de programmes. Il faut savoir aussi que a été, voilà, dans le dernier rapport donc, de Santé publique France, il montre qu'un programme CPS, c'est-à-dire le fait de faire quelque chose sur le long cours, est quelque chose qui va permettre de travailler ses compétences psychosociales. On ne les travaille pas n'importe comment, on ne fait pas n'importe quoi. Quand on veut faire les compétences psychosociales, c'est pour ça que les formations auprès des acteurs, c'est important aussi. Mais voilà, ils ont déterminé en tout cas plusieurs facteurs de réussite pour permettre à ce qu'un programme soit efficace. J'en ai fait un petit résumé, évidemment. Donc, il y a deux facteurs principaux. Donc, un programme qui est structuré, focalisé, c'est-à-dire structuré à base d'une démarche de projet, avec des objectifs, avec pas fait n'importe comment, structuré aussi dans sa façon, dans l'animation aussi, voilà, focalisé parce qu'il va auprès d'un certain public sur lequel on aura des besoins. Voilà. Une implantation de qualité, bah, c'est parce qu'on a travaillé avec les acteurs de terrain, quand on a bien réfléchi, quand on implique aussi tous les acteurs autour, c'est-à-dire ça peut être les enseignants, ça peut être les centres sociaux, ça peut être aussi les parents. Donc ça aussi, c'est important. Et puis, donc, des contenus fondés sur les connaissances scientifiques actuelles. On a les neurosciences, la biosociologie, la psychologie. Voilà, tout ça, ce sont des contenus. Hein, voilà, la science avance, on sait des choses sur le comportement humain. Voilà, on s'en sert, en tout cas, pour construire ça. Des ateliers qui s'inscrivent sur la durée. Ils disent qu'à partir des ateliers efficaces, c'est à partir de 8 ateliers, 8 séances à la suite. Mais c'est aussi le fait que dans sa pratique, tout le monde, enfin, les acteurs aussi travaillent sur ça. Donc, c'est aussi une posture qui est à changer, on va le voir juste après. Avec des supports formels, ça peut être un livret aussi. Hein, donc, nous, on est en train de travailler justement sur des livrets, mais dans plusieurs programmes, il y a des livrets. Une pédagogie positive et expérientielle. Donc, positive, c'est ce que je dis, on valorise à chaque fois ce qui est fait, on valorise les jeunes. Et puis, les ateliers sont des expériences. Hein, on fait des choses, on pratique, on y va, on joue et on en tire des choses. Voilà. C'est une expérience à un moment donné, une expérience évidemment sécurisée, puisqu'il y a un cadre qui est amené. Et puis, à partir de là, on va réfléchir. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez réagi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle serait la meilleure stratégie? Et dans telle situation, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et des pratiques CPS informelles, bah, c'est ce qu'on peut faire au quotidien, évidemment. Hein, ce n'est pas forcément qu'un programme. Et puis un environnement éducatif soutenant, là aussi, c'est le côté positif, le fait que les parents aussi soient impliqués. C'est tout ça. Alors, on parlait de posture, Zoé Roquelin parlait de posture juste avant. Un point des gens, c'est que c'est une démarche globale d'abord. Hein, il faut comment dire, il faut un constat objectif, des outils adaptés, une méthode, comment je fais, une évaluation si on en reparlera. Donc, on ne fait pas ça n'importe comment. Hein, vraiment, ça répond à une démarche de projet qui est complexe et précise. Les ateliers. Voilà, les ateliers, on crée un programme sur plusieurs séances. Je vais vous présenter ce qu'on fait sur le territoire avant. Voilà, on essaie toujours que ce soit le même jour, même fréquence, malgré les difficultés.
hein, malgré les programmes, malgré tout ça, on essaie en tout cas qu'il y ait une régularité, une fréquence qui permette en fait de mettre à l'aise et de sécuriser le jeune. On sait qu'ils ont besoin de ce cadre important. Les mêmes animateurs. Ça, c'est aussi ça important. D'accord, on ne change pas d'animateur toutes les semaines. Il faut que ce soit parce que ça leur permet aussi toujours pareil, d'être sécurisés. Les groupes aussi, on vise la mixité. On ne met pas tous les enfants qui sont plutôt brillants ou qui sont à l'aise ensemble. Non, au contraire, hein, on mélange. Mixité aussi de genre, ça c'est important. Voilà. Et puis la posture. Voilà, on y vient. Alors, première chose, c'est bienveillance. En fait, il faut croire que tout le monde est capable d'y arriver. C'est que chaque personne, chaque enfant possède des compétences et donc, il faut s'appuyer dessus. Même un enfant qui peut être pénible par ailleurs, voilà, il sait faire des choses. Et peut-être c'est même ceux qui parfois sont plutôt étonnants lors de ces ateliers, hein, ils sont plutôt même bluffants. Voilà. Voilà, on utilise toutes les connaissances de chacun. De toute façon, dans la posture, on interroge tout le monde, on fait participer tout le monde, ça c'est important. L'animateur doit s'adapter au rythme, ça c'est important, d'accord? Et les animateurs d'ailleurs font avec. On n'est pas là pour juste, bon, bah, on fait ça. Non, on joue avec nous, on mime, on fait des jeux, on joue avec, on leur raconte des fois notre vie. Enfin, quand on fait des jeux de découverte aussi, on leur dit, si on fait un je m'appelle et j'aime. Et aussi, Oui, on voilà. participe aussi aux activités en même temps. Voilà, on fait notre arbre des compétences que vous avez avec, on le fait aussi, ce qui nous permet aussi de travailler sur nous-mêmes. On fait nos blasons, voilà, on est avec, et c'est aussi une relation qui permet une relation privilégiée, hein, parce que du coup, ils nous regardent différemment. Ils regardent aussi, par exemple, les enseignants. Quand on fait avec les enseignants, bah, du coup, ils découvrent les enseignants autrement. Les enseignants aussi apprennent des choses qu'ils ne soupçonnaient pas, hein. Donc, c'est vraiment des moments privilégiés de se découvrir les uns les autres. Voilà. Après, donc, au niveau de l'organisation hop là, des ateliers, hop, ça bug. On passe à la dessin dictée, peut-être, c'est ça, vous venez de dire, Tiffaine? Est-ce que c'est Rien de mon passé à côté, en tout cas, Franck, je n'ai touché à rien de mon côté. Donc, sauf si Non? quelqu'un d'autre a pris le contrôle sur le diaporama, mais sinon, je vous laisse revenir sur les exemples de programmes sur lesquels vous vous appuyez, si vous voulez. Oui, oui, c'est peut-être, on va peut-être avancer avant On de. passe sur le déroulement des séances. Oui, voilà, on va passer sur le déroulement de séance pour montrer un peu ce qu'on fait sur le territoire diepois. Donc, en fait, Le déroulement d'une séance, donc voilà, il y a toujours les petits cahiers d'activités qui sont réalisés. Donc, en fonction, selon la classe, souvent les CM1, tu me dis si je me trompe, mais c'est 4 séances découvertes. Et après, on travaille vraiment sur les 9 séances où on organise ça vraiment d'une façon identique. C'est toujours l'accueil forcément des élèves. Après, l'activité rituelle, ça c'est important aussi, ça permet aux enfants de dire, bon, là, on se concentre, on commence à travailler les compétences psychosociales, toujours avec cette même activité. Après, on leur dit aussi, on leur explique qu'il y aura une autre activité et à quoi elle sert et les objectifs particuliers. Ça, c'est toujours aussi abordé en début de séance. On leur explique pourquoi on va faire cette activité-là et quel intérêt elle a. Un petit débriefing aussi sur l'activité, ce qu'ils en ont pensé, ce qu'ils en ont retenu. Et effectivement, à chaque fin de séance, et ça c'est hyper important pour nous, c'est de faire une petite évaluation d'appréciation de la séance, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils ont aimé, pas aimé, est-ce qu'ils ont retenu ou pas. Et ça nous permet aussi à nous de voir s'il y a des choses à réajuster pour les programmes précédents. C'est toujours en lien de toute façon avec les CPS, avec les actions qui sont faites sur le territoire. Donc voilà, sur tout ce qui est cycle 3, ça sera vraiment les compétences psychosociales. Après, il y a le programme Unplug, je te laisserai en parler, Franck, étant donné que je n'aime pas. Faisons connaissance aussi, notre activité, mais on fait aussi des actions ponctuelles, forcément, qui travaillent aussi les CPS. Nous, on a des outils au pôle ressources santé, on a un outil qui s'appelle Elixir, les informations au risque, où on travaille plusieurs thématiques. Ça, c'est plus pour le niveau 4e. Et on a un outil qui s'appelle Moins de risque aussi. Donc, c'est des grandes fresques, en fait, où on aborde plusieurs thématiques santé. Et on va travailler aussi sur les CPS, mais là, pour le coup, en abordant d'autres thématiques santé.
Je te laisse présenter après si on a un petit peu en retard sur Oui, les rapidement sur le programmes. cycle 3, donc on a prévu, donc voilà, ça c'était une demande aussi, et puis on a aussi beaucoup travaillé la liaison CM2 6e qui est importante, donc on a commencé en CM1 avec le petit livret bleu que vous voyez, 4 séances, on se découvre, on commence à travailler, on le fait plutôt en fin d'année, après un gros travail, donc en CM2 c'est le livret vert, où là 9 séances, où là on travaille beaucoup de choses, voilà, et enfin en 6e, 5 séances, voilà, avec des méthodes évidemment, ça c'est toujours la chose, on fait de l'expérience. Et en 5e, on fait le programme Unplug, qui est un programme probant national. Voilà, nous avons été formés, je suis également formateur sur ce programme. Le programme Unplugged, c'est un programme spécialisé CPS, mais qui, avec une visée addicto. Voilà, hein, surtout. Donc, on va avoir des jeux, on va travailler les compétences, mais aussi on va travailler la pression des pairs, on va donner aussi des informations sur les produits, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui se déroule en 12 séances, donc c'est assez lourd aussi, qui nécessite une co-animation. Donc on va former les enseignants aussi. Il y a une formation obligatoire des enseignants avec petit à petit une autonomisation des établissements scolaires. C'est important. Voilà, donc c'est un programme qui a été évalué, qui fonctionne, qui est toujours en cours d'évaluation et qui se déploie. Nous, on le fait dans 2 établissements de la Seine-Maritime, Collège Camus et Collège Condinière, voilà, on le fait et ça plaît beaucoup aux enseignants. On continue aussi à le faire. On va passer à une activité. On va vous proposer, je ne sais pas combien de temps il reste, Tiffaine ou Lucie, s'il vous plaît. On va vous proposer une activité. On a encore un petit quart d'heure, enfin un bon quart d'heure. C'est parfait. Voilà. La difficulté, voilà, on s'est dit, voilà, on va parler des CPS, c'est bien, mais on va vous proposer une activité concrète que vous avez exercée. Celle-ci s'appelle le dessin dicté. Voilà, en fait, ce qui va se passer, c'est que l'un d'entre vous va avoir un modèle de dessin. C'est ce que j'allais vous dire. Peut-être on va débuter cette activité aussi avec un volontaire. Oui. Puisqu'on a juste un petit… le challenge pour nous étant de vous faire vivre une activité qui vise le renforcement des compétences psychosociales en visio, ce qui n'est pas toujours des plus simples, mais on relève le défi avec plaisir. Et donc un volontaire pour que je puisse vous envoyer un dessin pendant que Franck et Héloïse vous donneront les consignes. Alors, vous pouvez vous porter volontaire directement dans le chat si vous voulez. Je vous rassure, ça fait pas mal. Très bien, j'ai un volontaire. Du coup, je vous adresse un fichier et je laisse Franck décrire la consigne. Alors, la consigne, c'est simple. Donc, il y a celui qui a le dessin. Celui qui a le dessin va devoir faire en sorte que les autres participants, donc les autres devront essayer de reproduire à l'identique sur une feuille blanche. Donc, je pense que vous avez tous une feuille blanche et un stylo ou une feuille à carreaux, c'est pas bien grave. Et vous allez devoir reproduire le dessin que seul le volontaire a sous les yeux. Mais il y a des contraintes, évidemment. D'accord ? Celui qui a le dessin, il ne devra pas regarder ce que font les autres pour l'instant, jusqu'à la fin. D'accord? Il doit bien cacher le modèle. Il doit seulement décrire le dessin à partir de formes géométriques. Rond, carré, ovale, triangle. Voilà, hein, parallépipède, c'est pour s'il y a des mathématiciens. Voilà. Et il doit donner donc des formes, la taille de cette forme, okay, mais aussi la position sur la feuille, en haut, en bas, à gauche, à droite, à côté d'eux, en dessous d'eux, etc. Il ne doit pas donner d'indice sur l'objet. Par exemple, si on a envoyé une voiture à la personne, il ne doit pas dire fais une roue. Non, ce n'est pas une roue, c'est un cercle, par exemple. D'accord ? Donc, voilà. Donc, il y a des contraintes. Et il ne doit pas mimer non plus avec ses mains. Voilà. OK ? Donc, voilà. On va essayer de faire ça. On va voir ce que ça donne. C'est une innovation. On essaie toujours d'innover. Voilà. Quant à ceux qui dessinent, je vous demanderai de ne pas poser de questions. D'accord? Juste simplement d'écouter. Essayez de ne pas faire répéter. Donc, je demanderai aussi à celui qui dessine d'être bien clair, peut-être redire la même chose plusieurs fois. Et ceux qui dessinent, de garder le silence. OK? Et puis, une fois que c'est terminé, vous mettrez tous vos dessins comme ça, on verra ce qui se passe. Voilà, et vous nous direz quelles compétences, en fait, on vous a fait travailler via cette activité. Donc, Madame Hérédi, vous vous êtes portée volontaire, on vous en remercie. Je vous ai envoyé dans le chat
le dessin que vous avez maintenant addicté à l'ensemble des participants. Et pour les autres, eh bien, à vos feuilles et crayons, à nous de dessiner. On va le faire. On va le faire aussi. Et bon, vous m'entendez? Très bien. Oui. Ok. Non plus, je ne sais pas pourquoi je me suis portée volontaire, je suis trop nulle pour être comme ça, mais ce n'est pas grave. Alors, du coup, au niveau du dessin, il y a une grande forme ovale qui est de haut en bas, il faut préciser. Je regarde le dessin pour ne pas me tromper quand même. Dans cette forme ovale, il y a plusieurs formes ovales. Vous me dites si vous voulez que je répète, hein, il n'y a pas de souci, je répéterai. Cette forme ovale est accompagnée par un triangle vers le bas. Je donne peut-être trop de détails, non? Ou c'est bon? D'accord. Par un triangle vers le bas. Oh, là, je vois que ça… On en parlera après, allez-y. Ouais, non, je donne trop de détails. Allez-y, vous devez décrire tel que vous voyez, vous, le dessin. D'accord. Donc, vous pouvez être assez précis, au contraire. Ok. Sur un endroit du dessin, il y a un petit rond plein. Sur le dessin se trouve aussi un demi-rectangle et un demi-carré. Est-ce qu'il y a des choses que je dois répéter que vous n'avez pas compris ou C'est bon pour tout le monde? Donc, n'hésitez pas, hein. non, on va arrêter là, puis justement, on va en débriefer, on va en faire un deuxième si on a le temps. Donc, voilà. Écoutez, ce que je propose, c'est que tout le monde allume sa caméra et nous montre les dessins. On va Voilà, et voir si regarde je en suis même temps efficace. ce qu'on fait. Ah ouais. Ah. D'accord. Il y a de la triche, non? Oui, elle a triché. Il y en a qui connaissent ça aussi, on le sait bien. Alors là, pour regarder deuxième page, j'ai pas vu. Maubert. Okay. Ah, ouais, il y a de la triche, je pense. Oui, il y en a qui sont vraiment très, très forts, ou j'explique à merveille, je ne sais pas. Est-ce que, alors, merci Madame Eradi. Est-ce qu'il y en a qui veulent un peu raconter ce qu'ils ont vécu ou voilà, qu'est-ce qu'ils en pensent, à quoi ça sert ce qu'on a fait voilà. D'abord nous dire comment ils ont vécu les explications de Madame Eradi. On peut le faire à l'oral peut-être, ça peut être plus vivant si on le fait à l'oral assez rapidement, puis on va faire un autre juste après. Alors moi, personnellement, j'ai trouvé que les explications étaient pauvres, pas assez explicites sur le format de la feuille déjà pour commencer. Enfin, j'aurais pas assez de détails en fait. Un manque de précision. Ouais. D'accord. Merci. Que d'autres? Compléter, moi j'étais un peu perdu, justement à cause de l'information qui me manquait. Le grand ovale, très facile. Après, il y a des formes ovales à l'intérieur. Je suis incapable de savoir combien il y en a et comment elles sont positionnées par rapport à la grande forme ovale. Il y a un triangle qui est inversé, tourné vers le bas. Bon, très bien, je ne sais pas si c'est à l'intérieur de la forme ovale ou à l'extérieur de la forme ovale. Je ne sais pas si c'est en haut, sur les côtés, en bas. Il y a un petit rond plein.
dedans. Là aussi, je ne sais pas du tout où le situer, parce que le dedans, c'est vaste. Et puis, le demi-carré, pour moi, c'est un triangle. Le demi-rectangle, pour moi, c'est un triangle. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Demi-carré, demi-rectangle. Parce que si je prends un rectangle que je coupe dans le sens de la longueur, c'est encore un rectangle. Donc, j'avais raison dans ma première hypothèse en disant que c'était un triangle, ou est-ce que finalement c'est un rectangle, encore une fois? Vous voyez, c'est tous ces raisonnements-là qui font que j'étais très en difficulté. Bien, merci. Alors, qu'est-ce que ça nous dit justement cet exercice rapidement? Qu'est-ce que ça nous dit un peu? Qu'est-ce que ça peut apporter comme information sur, on va Quelles dire, compétences on travaille déjà, à votre avis, sur les compétences qu'on a vues précédemment? Quelles compétences particulières on peut travailler en faisant cet exercice? La communication générale, l'écoute, la confiance aussi. Parce qu'on se dit, il ne faut pas se louper sur les explications, c'est bête, mais on voit qu'on n'a pas tous réceptionné, enfin, toutes les personnes n'ont pas réceptionné les informations qui ont été données, les mêmes informations. alors ça c'est très intéressant, si vous avez dit la même chose à tout le monde, mais tout le monde l'a interprété différemment. Mmh. Déjà, ça nous dit des choses sur la réception de cette information, en effet. Et Monsieur Meyer, vous l'avez très bien dit, c'est-à-dire, moi, j'ai compris comme ça, moi, j'ai reçu une information comme ça, et c'est effectivement ce qui se passe la plupart du temps quand on est dans une action de communication avec les autres. Et j'ai peut-être mal compris aussi ce qu'on m'a demandé de faire, les instructions, parce que je me disais, si je donne trop de détails, ça va être facile à deviner directement ce que ça peut être comme forme. Donc, peut-être Oui, un non, manque d'informations à donner. peut-être aussi. Est-ce qu'on peut afficher, Tiffaine, le dessin final, finalement, l'original, quand même, pour que vous puissiez comparer, voir ce que c'était? Je crois qu'il y en a qui ne sont pas loin. Et puis, on va le refaire une fois, après. Veux-tu que je l'affiche, Tiffany, si... Non, je l'ai. Oui. Voilà. Il y en a qui avaient compris, hein, je pense que c'était. Elle n'est pas entière. Voilà. Ok. Et ça, c'est intéressant aussi, ceux qui avaient éventuellement compris, de se dire quelle écoute on continue à avoir lorsqu'on a déjà un peu compris ce qu'on attendait de nous et compris, là, en l'occurrence, le dessin à reproduire. Est-ce que ça a changé votre écoute à ce moment-là ou pas? Pour ceux qui ont parfaitement réussi le dessin. Donc, pour ma part, c'est parce que dans ma tête, quand elle parlait des formes, moi, j'ai cherché tout de suite à visualiser qu'est-ce que ça pouvait être comme dessin. Donc, en fait, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est le triangle en bas. Et donc là, je n'avais pas placé pour faire les écailles, je ne l'avais pas placé au départ, c'est le triangle en bas, j'ai dit à tous les coups, c'est un poisson. Et j'ai remis les écailles et le point aussi, je me suis dit, c'est l'œil. Bon, après, ça dépend aussi de ce qu'on fait. Moi, je suis très art, donc c'est peut-être pour ça que dans mon esprit, tout de suite, ça a tilté, quoi. Voilà. Oui, on est forcément influencé, en effet, ça oriente tout de suite notre façon de faire et la compréhension de ce que l'autre nous dit. Et ça, c'est important. Alors moi, je ne l'ai pas vécu comme ça. Moi, je suis restée très factuelle, en fait. Vraiment, j'ai entendu des informations, je les ai listées, enfin dessinées, là, pour le coup. Et je pense que je suis plutôt une cérébrale et que j'aurais cherché une analyse après. Voilà. Mais effectivement, je suis restée vraiment sur ce qui était, mais ça, c'est ma fonction aussi professionnelle, je pense. Voilà, sur les faits. Voilà, l'ovale, les ronds à l'intérieur, etc. Voilà. C'est très important et merci pour vos deux retours parce que finalement, dans la vraie vie de tous les jours, les choses se passent comme ça aussi. On a un émetteur, on a un récepteur. Et là, en l'occurrence, on a eu plusieurs récepteurs dans l'expérimentation qu'on a eue ensemble. Et on voit bien que les récepteurs, on peut être très différents les uns des autres. Et que, effectivement, Madame Langlois, vous dites, vous avez besoin, moi, qu'on me
me donne les faits et de manière assez précise. Du côté de l'accueil atelier, vous avez eu finalement investi vous-même aussi la compréhension de ce qu'allait être le dessin, et donc vous avez orienté finalement ce que vous entendiez au regard de ce que vous pensiez avoir compris. Et dans la vraie vie de tous les jours, c'est comme ça que les choses se passent aussi. Et c'est parfois ce qui crée des facilités dans la communication ou parfois des difficultés aussi dans la communication. Donc, on est là en train de repérer aussi ce qui fait obstacle et ce qui fait parfois conditions favorables à une communication efficace. Bon, on va terminer justement sur l'idée de l'évaluation, c'est-à-dire qu'en fait, tous les ateliers qu'on fait, donc une fois qu'on a fait l'activité, qu'on a débriefé dessus, à quoi ça sert, comment vous vous sentez, pourquoi, et qu'on a refait éventuellement l'expérience pour que chacun améliore ses propres compétences, on va demander aussi aux participants d'évaluer. Et l'évaluation, c'est aussi une amélioration des compétences psychosociales. C'est aussi le moment où on va écouter l'autre, ce qu'il en pense, mais aussi pour chacun par exemple, de prendre une décision, de se positionner par rapport aux autres, de s'affirmer face aux autres. Donc, il y a pas mal de compétences en jeu quand on décide de dire j'aime bien ou j'aime pas. D'accord. Et après, de l'oraliser, parce qu'en fait, on le fait de deux façons. On va le faire à l'oral, on essaye de le faire à l'oral, de faire en sorte que chacun s'exprime devant les autres. Donc, voilà, donc on va demander deux choses. On va demander ce qu'ils en pensent et comment ils se sentent d'abord et ce qu'ils en pensent. Est-ce que c'était positif, négatif, voilà. Et dire aussi que le négatif, ça peut être, comment dire, c'est aussi à l'esprit critique. On parle d'esprit critique tout à l'heure, hein, donc c'est très important aussi de leur dire, bah, je suis content que tu aies donné ton avis qui est négatif parce que c'est aussi, tu t'affirmes en fait, tu te positionnes et c'est très important. Ce que je voulais vous dire tout à l'heure, ça me revient, c'est que vous dites, ah, j'ai complètement loupé, Madame Hérédine nous dit, ouais, j'ai complètement loupé mon truc, mais dans les ateliers compétences psychosociales, l'échec n'est pas vu comme un échec, il est vu comme une expérience dont on en tire les leçons. Donc ça, c'est important. Et ça aussi, au début, quand on présente, quand on donne le cadre aux jeunes qui ont toujours en début de séance, donc le cadre, c'est la confiance, la confidentialité, il n'y a pas de questions bêtes, etc. On va leur dire aussi, n'ayez pas peur de rater. Tout comme, par exemple, vous avez appris à faire du vélo en chutant, bah, mais vous êtes remonté sur la selle et vous avez réessayé. Et c'est comme ça qu'on arrive un jour à faire du vélo. Vous voyez, on donne voilà, c'est important, l'échec, ou en tout cas le fait de ne pas réussir, c'est de là dont on en tire quelque chose. Vous voyez, et donc, ce n'est pas forcément quelque chose qui est dans les pratiques scolaires parfois. Alors, je ne vais pas généraliser, hein, évidemment, mais on sait que parfois, bah, y a la note qui sanctionne et si c'est mauvais, c'est mauvais. Bon, bah non. Plutôt, on peut peut-être voir ça différemment en disant, bah voilà, tu as loupé, mais quand même, tu as réussi ça et tu sais vers où tu peux progresser. Comment tu peux faire? Voilà. Et du coup, le débriefing va permettre après de faire naître des stratégies, des tactiques pour mieux réussir. Voilà. Revenons maintenant à l'évaluation. Vous voyez, on utilise toutes sortes d'outils, des feux verts, des feux rouges, des étoiles, des smileys, des patates aussi, ou ça peut être des marionnettes. Enfin, l'idée, c'est aussi de faire ça de façon ludique, drôle, et de s'amuser avec les autres. Voilà.